Contrairement au titre de sa chanson, ce n'est pas à la dernière séance qu'Eddie Mitchell a participé, mais bel et bien à la première séance du Festival Lumière. Le chanteur, également acteur, était l'invité d'honneur de la cérémonie d'ouverture de cette 9e édition. Je connais pas mal le Thierry, je sais qu'il y a Bertrand Tavernier, je sais qu'il y a mon ami Laurent Gérard. J'ai amené avec moi mon camarade avec qui je tourne, Pierre Richard, donc ça va être une soirée agréable. Devant près de 5000 personnes réunies à la Altony Garnier samedi soir, Thierry Frémaux, le président du festival, a donc déclaré ouverte cette 9e édition, entouré comme à chaque fois de nombreuses personnalités. J'adore ce festival, j'ai beaucoup de plaisir à regarder les films anciens. Normalement les festivals c'est les films qui se font aujourd'hui et là on vient vraiment réviser nos classiques. Je trouve qu'ici à Lyon il y a vraiment aussi des trésors et surtout un cinéma très universel, quoi. Il y a tout. Il y a quelque chose qu'on sent quand même de magique pour eux d'être dans un festival qui n'est pas un festival de compétition, qui est un festival de plaisir, d'histoire du cinéma, et puis qui est un festival aussi où, me disent-ils tous, là où on est content, c'est que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui au cinéma, on sait que dans 20 ans, dans 30 ans, eh bien, un festival comme celui-là, on parlera encore. Notez qu'un hommage a été rendu au cours de cette soirée à Jean Rochefort, récemment disparu. Le Festival Lumière se déroule toute cette semaine avec la remise du prix prévue vendredi au réalisateur hongkongais Wong Kar-wai. Les bêtes étaient ici, elles ont été attaquées et elles sont venues se réfugier près de la maison pour essayer de trouver la protection des humains. Donc ici, vous avez la porte d'entrée et là, la terrasse. Donc les brebis, il y en a une au moins qui est venue ici, qui est montée là, qui s'est fait saigner ici contre le mur. Là, la façade était éclaboussée de sang. Elle s'est visiblement enfuie ici pour aller vers cette terrasse. Et elle s'est trouvée ici piégée et c'est là où elle a fini d'être saignée. Dans le Trièves, le loup fait partie du quotidien des habitants. Il s'aventure à l'intérieur des villages et tout près des maisons. 5 meutes ont été recensées alentour, y compris en plaine. On ne laisse pas sortir les enfants, on ne les laisse pas camper dans les jardins. Il y a un sentiment extrêmement pénible de lourdeur et de menace. C'est pas du tout c'est pas du tout la vie qu'on venait ici. Harcelés par les loups, les patous deviennent fous et s'en prennent aux randonneurs. Nouvelle victime des meutes, les vaches, prises de panique, ont manqué renverser les passants dans leur fuite à plusieurs reprises. Si la population est inquiète, les éleveurs sont à bout. Face à cette détresse, des responsables politiques et des habitants ont décidé d'agir. Eh bien aujourd'hui, la régulation, nous la faisons. C'est-à-dire qu'on a commencé à tirer les loups qui étaient sur les quelques communes aux alentours, avec l'aide de l'ensemble des acteurs, y compris des personnels de l'État qui sont épuisés de la mascarade et qui nous aident aujourd'hui à faire la régulation que l'État ne fait pas. Depuis 2 semaines, élus et habitants du Trièves ont choisi la désobéissance civile. Ils risquent 7 ans de prison et 150 000 € d'amende pour chaque loup abattu. Pourtant, Yann Souriau décide de parler. Je suis obligé de le dire parce que du coup, les préfets avec lesquels nous traitons nous disent « tirez-les mais ne nous le dites pas ». Qu'est-ce que je peux dire de ça? C'est ça la réalité. Donc du coup, c'est une responsabilité éthique là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Est-ce que vous laissez le massacre? Est-ce que vous prenez le risque? Il n'y a pas de bonne réponse là, bien sûr. Dans le Trièves, beaucoup espèrent obtenir le droit de tirer les loups à vue. Non pour éliminer l'espèce, mais pour qu'elle ait à nouveau peur de l'homme et qu'elle s'éloigne des habitants et de leurs troupeaux. Début de journée matinale pour les participants. Si certains commencent à installer les stands à 8h du matin, d'autres sont présents sur les lieux depuis 5h. C'est notamment le cas de Jean-Robert Martel, éleveur, qui défilera dans quelques heures dans les rues d'Annecy. Avec les amis du BCNO, on défile avec des animaux. Et puis il y en a aussi 2-3 chars qui défilent et puis 2 calèches aussi qui défilent. On a vraiment une association qui est assez diverse et du coup voilà, on est assez présent sur le défilé avec plusieurs éléments, mais notamment les vaches aussi, en tête de cortège. Au total, 384 personnes participent au cortège, dont 12 groupes folkloriques et plus de 300 bêtes. Dernière ligne droite pour ces participants. Ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. On va essayer de diversifier, qu'on a un groupe folklorique, un tracteur, ou des chiens, ou des animaux. On va essayer que ça soit homogène et puis qu'on n'a pas tout le temps que les chiens ne sont pas proches des cloches pour ne pas les esquinter leurs oreilles, pour ne pas leur faire peur, ou des tracteurs près des animaux comme les chiens, comme on a beaucoup, pour ne pas les brusquer, quoi.
pendant le défilé. Pendant plus d'1 heure, le cortège a parcouru 4,5 km sous les yeux des grands et des petits. Un instant inoubliable pour les intervenants et les visiteurs. C'est un moment de plaisir parce que premièrement, les animaux on les garde toute l'année, donc malgré tout c'est un plaisir aussi de les montrer aux autres gens. 365 jours d'élevage et puis de pouvoir montrer la beauté des animaux, les amener ici, c'est vraiment une fierté pour nous les éleveurs. Et puis après c'est la fierté de monter les traditions où vraiment à l'époque c'était vraiment des animaux qui arrivaient des montagnes et qui descendaient dans la vallée pour remonter dans leurs fermes respectives. L'année dernière, la préfecture d'Annecy a estimé à environ 100 000 personnes venues voir la descente des alpages. Cet événement nécessite plus de 6 mois de préparation. Le temps de trouver de nouvelles troupes folkloriques et de nouveaux exposants venus des régions et des pays voisins. Un dacquoise, un croustillant, en goût, il est top. Il y a pas mal de textures. Et là, s'il sort comme ça, moi je signe tout de suite. Ça va à côté d'une baguette tradition. J'en peux plus, il manque que ça s'arrête. Petit débrief autour d'un entremets, le moment pour l'équipe de s'accorder un petit temps de détente avec quelques blagues. Des échanges bon enfant essentiels pour le bon déroulement de la compétition. Depuis 10 mois, les 3 pâtissiers s'entraînent avec leur coach. Sur la dernière ligne droite, ne reste que quelques derniers réglages à faire, mais l'essentiel est prêt et acquis. Julien Jallat, le chef d'équipe, ne peut qu'être confiant. Ouais, on est archi prêt, archi prêt, couteau dans les dents et envie de s'affronter. Ouais. L'équipe met toutes les chances de son côté pour aller décrocher la première place. Pour nous, je pense que la 2e, 3e place, ce serait un échec. Donc on a un mental de fou, quoi. Après des mois d'entraînement, à près de 15 heures par jour, la machine est bien lancée. Ils n'auront que 7h30 pour réaliser toutes les pièces de pâtisserie, chocolat et glace. Alors la chorégraphie est maîtrisée et les rôles bien établis, tout en gardant l'esprit d'équipe. Chacun a apporté sa pièce à l'édifice pendant la préparation. Et le jour J, on ne travaille pas tout seul, on travaille en équipe. Donc chacun a à peu près sa ligne de conduite. Après, dans certains moments, moi je vais me décaler pour pouvoir dresser le dessert à l'assiette glacée pour qu'on puisse envoyer le dessert dans les temps. Julien, il a un laps de temps très court pour faire les bonbons chocolat. Donc c'est vrai que dans un premier temps, c'est moi qui vais commencer à l'aider à préparer les intérieurs des chocolats. Et après, en contrepartie, moi, quand je vais faire le ruban, j'aurai besoin d'un des gars pour m'aider à finir de le tirer. Que ce soit comme il faut. C'est un concours qui se gagne en équipe et on ne gagnera jamais tout seul. Au-dessus de leur épaule, leur coach, déjà 10 ans qu'il entraîne de jeunes pâtissiers. La compétition, il la connaît par cœur. Comme eux, il s'est beaucoup impliqué dans ce challenge. À quelques jours du concours, le plus gros est fait. Il ne reste plus qu'à donner les derniers conseils. S'ils perdent et que devant, il y avait vraiment plus fort, ils auront les boules, mais ils diront, bon, on a fait notre maximum. Mais quand je dis tout donner pour rien regretter, c'est-à-dire tout faire, rester concentré, parce que ça c'est le plus dur, rester concentré. Ils maîtrisent, c'est des vrais pros. Donc ouais, il faut rester concentré sur ce qu'on sait faire abstraction du jury, ça c'est hyper difficile, se mettre dans sa bulle et puis se dire on est les meilleurs, quoi. On est les meilleurs, on va y arriver. Julien, Guillaume et Nabil n'ont plus que quelques jours pour peaufiner leur réalisation pour le concours. Prochaine étape, Milan, pour plus de 7 heures de pâtisserie intensive. Le verdict sera rendu le dimanche 22. On ne va pas se mentir, beaucoup d'entre eux étaient venus seulement pour l'admirer. La Coupe du monde de football féminin de 2019, il fallait en profiter, elle ne reviendra plus à Grenoble. D'autres avaient aussi fait le déplacement, comme la délégation de la FIFA, venue pour sa première inspection du Stade des Alpes, une inspection qui porte sur plusieurs points clés. Les points principaux sont les zones des équipes, les vestiaires. Le terrain, c'est certainement l'un des aspects les plus importants. Il y a ensuite les zones médias, les différents équipements pour les spectateurs, les fans, les VIP, les zones d'accueil et aussi les différents aspects marketing. La sécurité également. Nous devons nous assurer que les différents flux de visiteurs fonctionnent correctement. De son côté, le Stade des Alpes est parfaitement conscient de ce qui lui reste à faire pour les 2 prochaines années.
On a des obligations sur l'éclairage de la pelouse par exemple, la billettique, les contrôles d'accès aussi. Donc ça, il faut qu'on travaille là-dessus. On sait qu'on a encore du travail et on est prêt. On a 1 an et demi, même un peu plus, pour travailler là-dessus. Mais on sera prêt le jour J. Outre l'aspect technique, la question qui brûle les lèvres de tous les Grenoblois, combien de matchs pourra-t-on accueillir dans la capitale des Alpes? La réponse réside dans un savant mélange de la FIFA. Il y a 2 sujets qui ont fait partie de cette candidature. Il y a la partie technique, donc là la conformité des stades pour accueillir la Coupe du Monde, avec un sujet qui est plus que vous avancez dans le tournoi, plus les demandes des médias sont importantes. Donc il y a des aménagements à apporter en tribune de presse et en capacité notamment de couverture médiatique de l'événement qui sont extrêmement importants. Et puis après il y a un sujet qui est de dire comment se mobilise le territoire, quelle garantie on a des acteurs publics et privés sur le remplissage du stade. Donc ces deux facteurs-là feront le choix des stades pour les matchs, en ce inclut les matchs de l'équipe de France. Pour l'instant, une seule certitude, la ville accueillera au moins 2 matchs, puisque chaque ville hôte est assurée d'accueillir 2 têtes de série, mais tous les rêves sont permis et pourquoi pas un 8e de finale au Stade des Alpes. À travers donc les parures, les bijoux, les objets du quotidien, mais aussi à travers la poésie, à travers la musique. C'est toute une culture qui exprime ses valeurs et sa façon de voir le monde. À la découverte de la culture touareg, suite à une importante donation de plus de 400 bijoux, le musée des Confluences à Lyon consacre une exposition aux traditions de ces nomades du Sahara, notamment à travers leur création artisanale. On va essayer de montrer les grands codes de l'esthétique touareg, qui sont la sobriété, une gamme de couleurs restreintes, un accent très fort sur la géométrie. Vous n'avez jamais de petite arabesque, tout est très géométrique dans l'artisanat touareg. L'équilibre aussi, qui est vraiment quelque chose de très fort, l'équilibre des contrastes, l'équilibre des formes, avec des formes, des axes verticaux, des axes horizontaux, et puis le mouvement. Le mythe des hommes bleus a longtemps fasciné l'Occident, même si aujourd'hui l'image des Touaregs apparaît un peu plus brouillée. On a constaté que de nouvelles images étaient en train d'émerger, peut-être de nouveaux fantasmes, beaucoup moins positifs, beaucoup moins valorisants pour ces populations, puisque elles sont vraiment liées à des images plus violentes qu'on peut voir à la télévision, parce que beaucoup d'images associent des rebelles touaregs à des djihadistes, des terroristes, etc. Et que tout ça est un peu confus dans le regard de nous occidentaux, et que des amalgames se forment et de nouveaux fantasmes un petit peu plus effrayants. L'exposition Touareg est à découvrir au musée des Confluences jusqu'au 4 novembre 2018.